Chapitre 24e. La société des Pottywater lui donnait toujours une sensation d'escapade. Enfin, il retrouvait son attitude naturelle. Il était lui-même, il était à l'aise. Ce bien-être qu'il avait éprouvé sur le bateau, mais qu'il ne goûtait plus qu'à la dérobée depuis l'arrivée à Cortina, lui revint aussitôt qu'il eut placé sa chaise entre les deux jeunes filles. Il ne voulait pas se dire que Rose était partie, mais enfin ce départ lui rendait sa liberté, et il en profitait pour reprendre avec les enfants ses habitudes semi-paternelles et pour lui consacrer toutes les minutes de son temps. Il avait l'impression de rentrer en famille après un laborieux voyage sans nouvelles. Que de choses avaient dû se passer. L'institutrice lui fit le tableau de la situation. Terry allait de mieux en mieux. Le précepteur suisse que Boyne avait déterré à Botzen était un garçon consciencieux, que Terry aimait bien, mais Ben restait ingouvernable. Les trois petites n'étaient pas non plus toujours faciles à diriger. Chipstone avait engraissé d'une livre. Boyne eut une longue conversation avec le précepteur et donna quelques conseils sur le programme des études. Quant à Ben, pour l'entraîner sur le chemin de la science, il faudrait une poigne plus forte. Et tant qu'on lui laissait la bride sur le cou, il n'y avait pas grand-chose à faire de ses sœurs. Blanca elle-même ne dédaignait pas les jeux de ses cadettes et trouvait leur mauvais exemple irrésistible quand elle n'avait rien de mieux à faire. C'étaient de petits inconvénients, mais le bon air les rachetait. Les mines étaient resplendissantes. Terry devenait un petit garçon joyeux et remuant qui se moquait du thermomètre et redemandait de tous les plats. Aucune nouvelle ne venait du Lido. Boyne se félicitait de son succès. 2 mois de sécurité et la perspective de transborder la petite colonie entre les mains de la grand-mère, c'était un résultat qui en valait la peine. Dès qu'il fut seul avec les enfants, ses sentiments un peu confus à l'égard de Judith s'éclaircirent et il ressentit de nouveau l'affection de grand frère qu'il avait naguère éprouvée pour la jeune fille. Comme il n'y avait plus de grandes personnes, par conséquent plus de raison de se mettre sur la défensive, elle était redevenue elle-même, c'est-à-dire naturelle et simple. Boyne retrouvait le jeune être qui l'avait charmé. Ou peut-être, c'était le plaisir d'être de nouveau seul avec la petite bande, loin de l'œil du bon sens. Bref, ils faisaient ensemble le meilleur ménage du monde. Même sans la pitié, Boyne se disait qu'il aurait fraternisé avec ses petits amis, rien que pour leur allégresse et leur vitalité. Au fond, nous ne sommes pas plus sérieux les uns que les autres, se disait-il, et il se mettait avec les petits du même côté de la barricade. Avec la jeune fille, l'entretien, comme à l'ordinaire, roulait sur l'avenir. Quelquefois, Boyne essayait de la faire parler d'elle et de la façon dont elle envisageait son avenir personnel. Il constatait qu'elle n'y avait jamais songé. Au contraire, pour ses frères et sœurs, elle débordait d'ambition. C'était d'abord de ne pas se quitter jusqu'à ce qu'ils fussent grands. Elle rêvait d'une grande maison à la campagne, dont son père lui ferait cadeau, une maison pleine de bêtes, qui serait une volière et une ménagerie, et dans ce cadre, une existence qui tiendrait à la fois des plaisirs de la nurserie et des intérêts des personnes mûres. Pour chacun, la grande sœur voyait une carrière toute faite. Blanca serait une beauté, c'était sa vocation. Terry serait un savant et la lumière de la famille. Judith avait un respect de jeune sauvage pour la science et l'autorité qui s'acquiert dans les livres. Ben serait un champion de course et d'athlétisme. Beachy aurait des tas d'enfants. Quant à Zinnie, elle était destinée à être une maline, ce qui n'était pas un présage tout à fait rassurant. Mais j'espère bien que ce ne sera pas comme cette petite sournoise de Pixie Lulmer, qui vous a des airs de sainte Nitouche et qui est en réalité un petit monstre de connaissances précoces, initié à tous les secrets de la vie d'hôtel. Un sale petit crapaud, conclut-elle, tandis que sa pauvre sœur, Doll Westway, en était tellement dégoûtée de cette vie-là, qu'elle a pris le plus court pour en sortir en se brûlant la cervelle. Et Chipstone, mais pour lui on a bien le temps, il est si gros et si tranquille que je le vois banquier. Il aura un grand yacht et il nous emmènera tous autour du monde. Sans rien dire à la jeune fille, Boyne écrivit à la grand-mère. Il avait eu d'abord l'intention de la consulter, mais le départ de Rose avait bousculé tous ses plans, et quand il y repensa, la jeune fille était déjà redevenue pour lui la gamine enjouée de leur première rencontre, et il se sentait retenu par une crainte superstitieuse d'altérer la fragilité de cette illusion charmante. Il n'avait besoin de personne pour plaider auprès de la grand-mère. S'il échouait, elle n'en saurait rien. Il s'étonna d'avoir tant de peine à se persuader de ce caractère enfantin qu'il aimait tant à faire ressortir en parlant d'elle avec autrui,
et il redoutait un accident qui viendrait lui retirer cette confiance indispensable. Il fit de gros efforts pour joindre dans sa lettre l'éloquence à la brièveté. Il termina en disant qu'un des parents pourrait se manifester d'un instant à l'autre. Il suppliait Madame Mervyn de répondre télégraphiquement si elle consentait au projet de sa petite-fille. Cette composition lui coûta autant de peine qu'un devoir d'écolier, et quand il eut fini, lui donna l'impression de commencer une nouvelle période de vacances. Cela fera toujours 15 jours de répit, et après, qui sait? J'aurai peut-être à me charger de ramener toute la bande à New York. Et il s'attachait à cet espoir avec autant de foi enfantine que sa jeune amie. Rose avait annoncé qu'elle écrirait. Elle se contenta de télégraphier de Paris une première fois pour dire qu'elle avait fait bon voyage, puis une seconde pour faire part de l'arrivée de la tante. Chaque télégramme se terminait par des mots tendres, mais la lettre se fit attendre encore une douzaine de jours. Boyne la trouva un soir au retour d'une longue excursion avec les enfants. Il avait rapidement cessé de s'inquiéter du silence de Rose et de s'apercevoir de la fuite des jours. Il n'ouvrit la lettre qu'après le dîner, pour garder le plus longtemps possible sur les lèvres le goût de la journée. « Elle revient », pensa-t-il, en décachetant l'enveloppe. Mais non, Rose ne disait pas un mot de son retour. C'était une lettre charmante, tendre, gaie, amusante. L'arrivée de la tante était un petit chef-d'œuvre. Rose décrivait ses ruses pour persuader le tyran de la famille que lui, Boyne, avait toutes les raisons du monde pour souhaiter de se marier tout de suite, et elle ajoutait que déjà le succès lui paraissait en vue. « Mais quand il en serait autrement, cher ami, poursuivait-elle, cela ne serait pas pour modifier mes plans. Je suis décidé à me faire enlever à la barbe de tante Julie. Oui, j'irai jusqu'à faire cette chose formidable si elle me refuse son consentement. Mais il n'en sera rien, et du reste, l'important c'est de faire ce qui nous plaît, et non pas de savoir ce qu'elle en pensera. » À cet endroit, Boyne tira un cigare qu'il posa auprès de lui en oubliant de l'allumer. « Mais ce qui est plus important encore, c'est d'arriver à nous mettre bien d'accord sur nos projets, n'est-ce pas, cher ami? L'autre jour, j'ai rendu cet accord impossible pour mon exigence, ma mauvaise humeur et mon impuissance à me placer à votre point de vue. Tout cela n'était qu'apparence, car même à ce moment-là, je vous comprenais très bien, et je le fais mieux encore depuis que j'étudie la question avec le recul nécessaire. Vous sentez comme moi que nos décisions comptent assez peu, puisque d'un moment à l'autre, il ne tient qu'à l'un quelconque de cette collection de parents de tout mettre par terre. J'ai tout de même un petit plan de ma façon à vous soumettre. Votre but, c'est d'épargner le plus longtemps possible à ces petits les déplorables conditions et l'instabilité démoralisante de leur existence. C'est bien votre idée, n'est-ce pas? Pour Chipstone, son père ne s'en séparera jamais longtemps. Zinni et le drôle de petit attelage du prince Buondelmonte seront fatalement réclamés par leurs parents respectifs. Pour votre jeune sirène de Judith, vous avez beau ne pas vouloir vous en apercevoir, c'est une grande jeune fille qui se mariera d'ici 1 an ou 2, et en attendant, si les parents divorcent, elle ira probablement vivre avec sa mère comme elle l'a déjà fait. En résumé, ce sont les jumeaux qui sont le plus à plaindre. Ils sont assez grands pour comprendre et pas assez pour se faire une vie indépendante. Surtout, ils sont à l'âge où les influences dissolvantes peuvent leur faire le plus de mal. Vous m'avez souvent dit que la santé du petit Terry était un obstacle. Quelle horreur! Entre lui et son père, et que ce gros plein de soupe, de Chip, lui a pris sa place. C'est Terry qui a le plus besoin de soins et de sympathie, et vous penserez comme moi qu'on ne peut pas songer à séparer cette gentille Blanca du frère qu'elle adore. Voici donc le projet que je vous soumets. Demandez à monsieur et madame Water de nous confier les jumeaux, soit au titre d'amis, soit à celui de tuteur jusqu'à leur majorité. Je serai heureuse de m'occuper d'eux, et je suis sûre qu'à nous deux nous pourrons en faire des êtres utiles. Si cela vous va, je suis prête. Boyne ne lut pas plus loin. Il plia la lettre et la fourra dans sa poche, en proie à un accès d'humeur. « Cette chère petite Blanca, des êtres utiles, parlons-en » grognait-il. Proposer comme remède la séparation des enfants, c'était déjà un peu fort, mais de toute la bande aller choisir justement la seule pour laquelle il n'éprouvait ni affection ni intérêt. Que ma femme, se disait-il, n'ait de cœur que pour Blanca, entre les 4 petites filles que le hasard a confiées à ma pitié. Voilà un trait de son caractère sur lequel, depuis l'instant de notre réunion, je cherchais à fermer les yeux. Elle l'a choisi parce qu'elle sait qu'elle n'aura pas à en être jalouse. Et après, comme c'est femme, comme c'est humain, elle-même, elle préfère avoir sous son toit les 2 enfants qui lui causeront le moins d'ennui, quoi de plus naturel. Elle cherche le moindre danger pour son bonheur. Mais si elle m'aimait vraiment, agirait-elle ainsi?
Si elle m'aimait, elle comprendrait que je tiens assez petit en bloc, elle sentirait que c'est une cruauté de les séparer. Il s'arrêta un moment à considérer cette pensée. Qu'est-ce que son amour, dans un cas pareil, lui aurait conseillé pour Rose? Aurait-il, par exemple, accepté la vie en commun avec la tante Julie? Ah, cela, jamais de la vie. Mais pourquoi se poser des questions pareilles? Est-ce que les cas se ressemblaient? Renvoyer les petits chez leurs parents. Et quels parents? Une Zinnia à la crosse et un Buondelmonte, rendre Judith à sa mère, une mère qui va épouser un Gérard Ormerode, lequel, de l'aveu de Judith, la convoitait elle-même. Cette pensée fit horreur à Boyne, comme le spectacle d'une torture physique. Il se leva, jeta son cigare, et nu-tête, indigné, il sortit dans la nuit. Il prit l'obscur sentier sous bois qui descendait de son hôtel, et gagna à travers champs les pentes qu'il avait gravies avec Judith le jour où il était revenu du Lido. C'est de ce jour-là que datait la jalousie de Rose. Il l'avait bien vue le lendemain, à l'éclair qui traversa son visage attentif, lorsque la jeune fille fit une allusion étourdie à cette promenade. Boyne avait dit à Rose qu'il était sorti seul, pour se nettoyer les poumons, et c'est ce mensonge qui avait dû exciter les soupçons de son ami. Sans doute, par cet escamotage, il n'avait fait que se défendre par une sorte de réflexe contre une jalousie qu'il devinait depuis longtemps. Sous l'apparence si calme de son ami, il avait distingué la présence de ce sentiment passionné comme une chose élémentaire qui rôdait autour d'elle dans l'ombre. Elle n'en était, il est vrai, que plus intéressante, mais combien plus difficile à vivre. Un jaloux n'est sympathique que s'il est capable d'exciter lui-même la jalousie. Partager, cette passion se confond avec l'amour. Quand on ne la partage pas, elle rend l'amour impossible. Boyne n'était pas jaloux de Rose. Dans sa fatuité, il n'imaginait même pas cette situation. Évidemment, elle lui aurait été intolérable, mais c'était un problème abstrait qu'il se posait par la pensée comme un problème de géométrie. Il allait ainsi dans la nuit d'été, la tête bourrelée de pensées qui le tourmentaient, et tout en gravissant les pentes couvertes de pins, il se rappelait cette autre nuit si proche, où il parcourait le même chemin avec des ailes, et où l'air lui semblait un baume parce qu'il sentait contre la sienne une jeune épaule et entendait fuser près de lui le rire de l'adolescence. Il rentra si tard à l'hôtel que le portier grincheux et somnolent eut son air le plus maussade pour lui dire « Il est venu une dame. Elle a laissé un colis pour vous. »« Une dame? Où est-il, ce colis ?»« Là-haut. J'ai aidé à le porter dans votre chambre. C'est tout juste si on a pu tourner le coin de l'escalier. Cette dame m'a laissé une lettre. » Qu'était cet objet encombrant et cette dame inconnue? Boyne, sans s'informer, monta l'escalier 4 à 4. C'était Rose, ce ne pouvait être qu'elle. Elle avait décidé, en bonne tacticienne, de redoubler l'effet de sa lettre par celui de sa présence, et il se sentait en émoi, agité de ce retour subit qui le surprenait en désordre avant d'être en état de la recevoir. Et qu'était ce paquet si gros qu'elle avait apporté? Il ne la voyait pas faisant le déménageur, fût-ce avec l'aide du portier. Elle, qui n'avait jamais pénétré dans sa chambre, cette chambre où Judith et ses frères entraient comme chez eux, tout cela ne ressemblait guère à Rose, et pourtant, qui était-ce si ce n'était pas elle? Boyne, en entrant dans sa chambre, vit au milieu un vaste objet empaqueté, un objet de forme bizarre, mal enveloppé dans de vieux journaux. Il arracha l'enveloppe et que vit-il? Un berceau de noyer d'antique forme paysanne, un berceau. Boyne se jeta sur un fauteuil, n'en croyant pas ses yeux. À ce moment, il aperçut la lettre dont lui avait parlé le portier. Elle était de l'écriture de Terry. « Mon cher Martin, nous nous réunissons afin de vous envoyer ce joli berceau pour cadeau de noces, pensant que vous allez vous marier bientôt et que Madame Sellars est allée à Paris commander son trousseau. Vous avez été pour nous un véritable père. Aussi, nous souhaitons que vous ayez bientôt de vrais enfants à vous. En les mettant dans ce berceau, vous voudrez bien vous souvenir de vos petits amis, Judith, Terry, Blanca, etc. » En guise de signature, Chipstone avait tracé une croix tremblotante. Un post-scriptum avait été griffonné par Judith. « Cher ami, je rouvre cette lettre pendant que Terry a le dos tourné. C'est ridicule de vous écrire que ce berceau est joli, mais il l'est tout de même, et nous tenions à vous le dire. Judith. » Boyne se renversa dans son fauteuil et se mit à rire à gorge déployée, si fort qu'une demoiselle grincheuse dans la chambre à côté cogna rageusement à la muraille en criant avec colère « On ne perd pas un mot de ce que vous dites, vous deux !» Chapitre 25e. Il s'était trompé en supposant son ami capable de revenir par surprise pour s'assurer de l'effet de sa lettre.
Elle ne parut pas, et au bout de 2 jours, il ne put différer davantage sa réponse. Mais que lui dire? Comme il passait maintenant sa vie avec les enfants, partageait leurs repas, leurs jeux, leurs querelles, ses pensées s'étaient détachées peu à peu de Madame Sellers. Elle redevenait pour lui le gracieux fantôme de jadis. Mais jadis, il croyait encore que ce fantôme pourrait prendre corps, et maintenant il s'apercevait qu'il ne le désirait plus. Enfin, il prit sur lui de lui écrire, et son irritation eut pour effet de la matérialiser. Elle ne prenait plus de réalité à ses yeux que pour le contrarier. Encore un des bienfaits de la situation d'amoureux. On se regarde de trop près, on finit par ne plus se voir, se dit-il, sans trop croire à cette explication. Voici ce qu'il écrivit. Votre projet pour les enfants, cher ami, ne me semble pas déraisonnable, mais est-ce moi qui deviens fou? Vous me proposez à peu près de les replonger dans le milieu infernal d'où j'avais réussi à les tirer. Le désastre pour eux, ce serait d'être séparés, et c'est ce que vous me demandez de faire, alors que nous bataillons depuis 2 mois pour empêcher ce malheur. J'aime mieux ne pas insister sur votre idée de rendre les plus jeunes à Lady Ranch et à Buendolmonte. Des femmes comme vous ne sont ce que vous êtes qu'à la condition de ne pas pouvoir se figurer ce que sont ces gens-là. Mais moi, je les connais, et jamais je ne serai leur complice. Et pour Judith, qui a réussi à inculquer à ses frères et sœurs un sentiment de solidarité si profonde, quand vous me dites de la condamner à voir son œuvre anéantie, et tous les sentiments qu'elle a cultivés autour d'elle foulés aux pieds, il s'arrêta là, jeta sa plume et considéra son papier avec découragement. « Ce n'est pas cela, ça ne vaut rien, » murmura-t-il. La vérité, c'est qu'il avait beau faire la mauvaise tête, il n'arrivait pas à se trouver un grief véritable contre Madame Sellers, au contraire. En allant à Venise, pour signer la paix, il se regardait comme fiancé. Il avait pris sur lui de s'engager dans cette tutelle et d'engager Rose sans même réserver le consentement de celle-ci. Il se disait que puisqu'elle l'aimait, elle approuverait toujours. Il s'était conduit en un mot comme un écolier romanesque avec une folle de son âge. Jamais Rose ne lui avait fait le moindre reproche. Cette magnanimité ôtait toute force à Boyne et tarissait le fiel de sa plume. Il repoussa son papier, prit une nouvelle feuille et griffonna. « Mille regrets, mais impossible de défaire ce que j'ai fait. Tâchez de me comprendre, tendresse. » La lettre projetée n'était plus qu'un télégramme qu'il se hâta d'expédier. La réponse lui parvint au bout de 24 heures. Elle ne contenait qu'une ligne. « Je vous entends très bien. Lettre suit. » 2 jours plus tard, ce ne fut pas une lettre, mais un petit paquet recommandé que le facteur remit à Boyne. Tout de suite, il devina. Il monta à sa chambre, un peu étourdi par la rapidité de l'événement, rompit fiévreusement le cachet et découvrit, comme il s'y attendait, le petit écrin de Maroquin. En l'ouvrant, il aperçut un billet enroulé autour du saphir. Il lut « Je n'oublie pas. Je ne vous en veux pas. Donnez ce bijou à une femme qui vous rendra le bonheur que vous m'avez donné. » Il se prit le visage à 2 mains car il aimait Rose, ou du moins, il avait aimé l'image d'elle qu'avait créée leur longue séparation. On frappa à la porte. Il leva les yeux. C'était Judith qui se tenait, incertaine, sur le seuil. « Excusez-moi, vous dormiez ou vous aviez encore une de vos migraines ?» Elle entra et referma la porte sans attendre la réponse. « Je vous dérange affreusement, n'est-ce pas ?» fit-elle en s'arrangeant les cheveux devant la glace. « Oui, non. » La curieuse avait-elle déjà découvert l'écrin grand ouvert et le billet signé de Rose? Boyne renonça à les cacher pour ne pas attirer davantage son attention. « Oui, » se borna-t-il à dire en lui tendant la main. « Une migraine. »« Alors je m'en vais ?» dit sans conviction la jeune fille. « Cela dépend, » répondit-il. « Qu'est-ce qui se passe? Pas d'accident à Rosengleu? Non, rien. Mais il y a des siècles qu'on ne vous a vu. » Il chercha son étui à cigarette et le tendit à la jeune fille qui s'était installée dans l'unique fauteuil de la chambre. « Comme c'est gentil, » dit-elle, « d'être seule avec vous. Mon Dieu, je ne sais pas si vous allez me trouver bien amusant, mais si, nous serons très bien si vous me laissez parler. Eh bien, je vous écoute. » Une lettre de maman ce matin. Le sourire de Boyne se figea, la tuile. Il y avait longtemps qu'il l'attendait.
Joyce n'écrivait qu'en cas de catastrophe. Que dit-elle ? Demanda-t-il avec appréhension. Pas grand-chose, et des choses que je ne comprends pas bien. Elle dit qu'elle a plaqué Gérard, qu'elle comprend qu'elle mène une vie de bâton de chaise et qu'elle nous en demande pardon de tout son cœur. Et alors ? La jeune fille haussait les épaules avec un mince sourire. Oh, cela n'a rien de bien nouveau. Maman se met à comprendre la misère de son existence chaque fois qu'elle se prépare à commencer une vie nouvelle. Qu'est-ce que vous entendez par une vie nouvelle ? C'est généralement quand elle change d'amis. Mais, ma chère enfant, pourquoi ne serait-ce pas sérieux ? Si vos parents s'étaient aperçus qu'ils ne peuvent pas se passer de vous et se décidaient à faire une fin. La jeune fille clignait des yeux sceptiques à travers la fumée de sa cigarette. Comme au cinéma, dans les films sentimentaux. Pourquoi pas ? Votre mère est trop intelligente pour ne pas avoir soupé du jazz un jour ou l'autre. C'est ce qui lui arrive chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un qui lui ouvre les yeux sur la vanité des plaisirs. Cela veut dire régulièrement qu'elle commence un nouveau roman. Enfin, elle m'annonce son départ pour Paris. Elle veut déposer une instance de divorce, parce qu'elle ne peut plus vivre avec un homme comme papa. Boyne respira. Encore un délai, ce départ. Pas bien long peut-être, mais assez pour ajourner une décision. C'était tout ce que Boyne pouvait espérer. Mais il rencontra les yeux de la jeune fille et fut surpris de leur expression de sécurité. Vous n'avez pas peur. Avec vous, pourquoi aurais-je peur ? Aussitôt il fut accablé par le poids de sa responsabilité. La naïveté de cette confiance l'épouvantait. Réfléchissez, mon enfant. Jusqu'à présent, nous avons une chance insensée, mais tout peut craquer d'un coup sans que je puisse rien empêcher. Elle prit une expression de foi radieuse. Jusqu'à présent, tout a réussi. En cas de drame, qu'est-ce qui nous empêche de filer en Amérique avec vous ? Elle s'arrêta et reprit avec un peu d'hésitation. Vous allez vous marier bientôt, Martin. Eh bien, ce matin, en recevant la lettre de maman, nous nous disions avec Terry que si bonne maman ne voulait pas de nous, peut-être nous laisseriez-vous vivre chez vous, à New York, en payant. Nos parents n'auraient rien à dire de cette combinaison. Je sais que Madame Sellers aime beaucoup les petits. Nous autres, les aînés, nous ne serions pas gênants. J'ai tant mis de côté sur l'argent de papa que vous auriez de quoi louer toute une caserne. Et je vous promets que nous serions très discrets le matin. On occuperait la salle de bain pas une minute de trop. Quelle petite fille déconcertante. Elle passait sans transition d'une sagacité de vieille routière à l'innocence d'un enfant. Devant les choses pratiques, la jeune désenchantée pour qui la vie n'avait plus de surprise redevenait une fillette qui a besoin de sa gouvernante, une jeune Daphné demi-entrée dans la réalité, demi-captive dans des feuillages de contes de fées. Ma chère enfant. Elle s'aperçut du changement de ton. Un nuage lui descendit des yeux et couvrit son visage. Elle s'efforça pourtant de garder son sourire. « Allons, j'ai encore dit une bêtise, dit-elle. Une chose imprévue, voilà tout. Laissez-moi réfléchir. » Elle se leva, impulsive, et se précipita vers lui. « Martin, quand on demande du temps, c'est toujours pour dire non. Oui, il n'a aussi qu'une syllabe, mais il se dit 2 fois plus vite. Et à présent, vous allez me détester pour vous avoir posé une question qui vous met dans l'embarras. Vous n'y êtes pas du tout. J'ai plusieurs réponses à vous faire. Et d'abord, qu'est-ce qui vous dit que bonne maman Mervyn ne voudra pas de vous ? » Elle secoua la tête. « Parce que je lui écris voilà un mois, et qu'elle aussi, elle réfléchit. Et puis, je sais que si elle nous prenait chez elle, ce serait pour céder aussitôt que papa ferait la grosse voix. Vous comprenez ? Ajouta-t-elle. Et c'était de nouveau la vieille routière qui parlait. Bonne maman touche une grosse mensualité de papa. Ceci m'amène à ma deuxième question. Comment savez-vous que votre père ne va pas vous rappeler au Lido ou ailleurs du moment que votre mère prend le parti de divorcer ? Parce qu'il est en route pour Constantinople sur son yacht avec Sib, je veux dire, Madame Lelmer, et une tripotée d'invités. Malgré lui, Boyne soupira. Le père sur son bateau avec toute sa clique, Madame à Paris pour divorcer. Vraiment, il n'y avait plus lieu de se presser. Boyne pouvait se livrer aux délices du statu quo. Eh bien, mon enfant, il me semble que vous voilà bien tranquille, au moins pour le moment. Alors pourquoi se mettre l'esprit à la torture ? Elle partit d'un bon rire. Mais qui y songe, chère Martine ? Pas moi, dans tous les cas. Tant que vous êtes là, je n'ai peur de rien. Boyne éprouva de nouveau un petit frisson de malaise, qu'il dissipa en se joignant à la gaieté de la jeune fille. Plus le lien qui l'attachait au petit Water était fragile, plus précieux étaient les jours qui lui restaient à passer avec eux,
Pourquoi s'offusquer de craintes vaines? À la bonne heure. Si nous faisions une folie, voulez-vous? D'abord une bonne promenade, à nous deux pour commencer, puis dîner en famille avec les petits Wetter. Elle le regarda d'un air heureux. Bravo, Martin. On ne vous a pas vu si gai depuis longtemps. Terry disait que vous aviez le cafard parce que Madame Sellers n'est pas là. Il pensait que c'est pour cela que vous ne veniez plus, et on a décidé que je viendrai voir ce qui se passe. On peut se fier à vous, dit-il avec une grimace. Vous voyez, je me fais une raison. Allons, en route. Ne perdons pas ce qui nous reste de soleil. Elle gagna la porte et s'arrêta à mi-chemin avec un petit cri de surprise. Boyne, qui cherchait sa canne dans un coin, se retourna et vit la jeune fille en arrêt devant le berceau. « Quoi? Vous vous en servez pour mettre vos bottines ?» Elle avait eu un ton de reproche et il en fut un peu gêné. « Au diable !» pensa-t-il. « Pourquoi faut-il que ce berceau soit si commode comme caisse à chaussures? Mon Dieu, quelle horreur! Ce doit être cette maudite femme de chambre. » Mais la jeune fille lui jetait un regard incrédule. « Et puis voyez-vous, c'est que je n'ai pas autre chose à y mettre pour le moment. » Elle accueillit cette plaisanterie avec gravité. « Mais ce sera pour bientôt, n'est-ce pas? Un petit bébé à vous, ce serait si gentil. Vous allez vous marier aussitôt que Madame Sellers sera revenue avec son trousseau. Peut-être que vous nous prendrez, Blanca et moi, comme demoiselles d'honneur ?» Penché sur le berceau, il était en train de jeter ses chaussures à la volée par la chambre et ne répondit pas. La jeune fille étonnée le regarda un moment, puis se coula à son côté et glissa son bras sous le sien. « Chère Martine, s'écria-t-elle, vous êtes malheureux ?»« Malheureux » s'écria-t-il d'un ton exaspéré. « C'est vrai que je ne suis pas heureux. Ce sont des choses qui arrivent. Mais pour l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas me ficher la paix. Il faut que vous veniez me marcher sur les pieds. Voyons, Judy, ne pleurez pas. Je ne voulais pas vous faire de peine. Je vous le promets, mais quelquefois... » Judith sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pardon, » gémissait-elle. « Je sais bien, je n'ai pas de tact. »« Le diable l'emporte, le tact. Dieu merci, vous n'en avez pas. C'est une chose que j'ai en horreur. Seulement, ne vous mêlez pas des affaires des grandes personnes. Ça ne peut servir qu'à tout gâter. »« Mais comment voulez-vous que je fasse quand vous êtes mon ami et que je vois que ça ne va pas ?»« Martine, » lui dit-elle sans respirer, « cela ne veut pas dire que le mariage est rompu. » Il eut envie de lui crier que oui, que tout était à l'eau, comme si c'était la formule magique de l'affranchissement. Au lieu de cela, il se planta devant le coin de la table où se trouvait l'écrin. « Je veux dire que je ne sais pas quand nous nous marierons, voilà tout. Vraiment tout. » Il fit signe que oui. « J'aime mieux cela, » dit-elle, avec un soupir de délivrance. Comme elle le regardait toujours, il lui saisit brusquement la taille et pencha la tête vers ses lèvres. Elles étaient rondes et brillantes, comme lorsqu'elle était émue. Elles attiraient les siennes avec une force irrésistible. Il eut le courage de détourner la tête. Le baiser rencontra innocemment la joue, tout près des paupières mouillées. « Allons, ma bonne Judy, faites risette. Recoiffez-vous vite et filons. » Voyant qu'elle était encore toute tremblante, il lui prit le bras comme un grand frère, comme autrefois. « Allons, en route, » répéta-t-il. Sur le seuil, elle s'arrêta et jeta un regard navré sur le berceau. « Mon pauvre vieux Martin, c'est parce que vous êtes malheureux que vous y fourriez vos chaussures.